Madame, mademoiselle, monsieur, TV Liberté a eu totalement raison de mettre en place de nombreuses plages spéciales pour vous informer de la réalité du drame sanitaire qui submerge notre pays et aussi nos voisins et amis européens. La rédaction de votre chaîne alternative a fourni quotidiennement, et va continuer de le faire, une information précise et vérifiée. Et je salue ce travail de réinformation nécessaire et exemplaire entrepris depuis plusieurs semaines. Les journalistes et techniciens de TV Liberté considèrent que, contre vents et marées, ils ont une mission de service public. C'est pour cela qu'ils vont tout mettre en œuvre pour continuer à vous proposer un programme quotidien de qualité. Retrouver le journal télévisé, découvrir les meilleurs moments des programmes de la chaîne, renforcer l'actualité en continu sur notre site tvliberté.com, assurer une présence accrue sur les réseaux sociaux, telle est notre volonté commune. Et nous allons le faire dans le respect des décisions des autorités et dans le souci d'assurer la sécurité de tous, ce qui complique durablement notre tâche. D'ores et déjà, je vous demande de votre côté de prendre le temps de regarder TV Liberté en priorité, de faire preuve aussi de bienveillance devant des programmes difficiles à construire et de nous aider à traverser cette période difficile aussi pour tous. Au nom du président de la chaîne, Philippe Millot, je transmets à toute la communauté des donateurs et des téléspectateurs de TVL un salut cordial. Prenez soin de vous. L'affaire Griveaux a donné à nos délicieux ministres et députés des idées pour contrôler un peu plus le peu d'espace de liberté d'expression qui nous reste, à savoir des réseaux sociaux. Cela tombe à pic. Après le déluge de lois liberticides qui se sont abattues sur notre pays depuis un demi-siècle, il fallait bien trouver quelque chose pour contrôler un peu plus ces espaces de liberté que sont les réseaux sociaux. Ainsi donc, sous prétexte que des vidéos compromettantes révèlent des détails anatomiques sulfureux du sieur Griveaux sur les réseaux sociaux, on nous annonce qu'il faut les contrôler un peu plus. Nos délicieux ministres des députés font semblant d'ignorer que Facebook, YouTube et autres Twitter, pour ne pas les nommer, exercent déjà une furieuse censure contre tout ce qui s'apparente de près ou de loin à du politiquement correct. La députée Emmanuelle Ménard, le combatif Abbé Pagès, la très honorable chaîne de télévision TV Liberté, sur laquelle nous avons la joie d'intervenir quotidiennement, et tant d'autres encore en ont déjà fait les frais. Cherchons un peu à qui profite le crime liberticide. L'obsession de nos censeurs à contrôler, voire à fermer les réseaux sociaux est le terrible aveu de ce qu'ils souhaitent à tout prix cacher. En réalité, il ne faut surtout pas que l'on connaisse l'étendue de leur turpitude morale, n'est-ce pas Benjamin Griveaux ? Ou leur compte maquillé, n'est-ce pas Anne Hidalgo ? Ou leurs relations sulfureuses, n'est-ce pas Emmanuel Macron ? Ou ceci ou cela ? De tout ceci et de tout cela résulte une logique imparable. Il faut que les citoyens et leurs réseaux d'expression organisés par eux-mêmes soient mieux et davantage contrôlés. Nous pouvions penser naïvement que ce genre de choses était à réserver au régime lumineux du Parti communiste chinois. Mais visiblement non, l'empire du milieu fait des émules. Nous vivons donc une formidable inversion des rôles. Le pouvoir entend nous contrôler, nous, citoyens, qui dénonçons la face cachée de nos politiques, mais à aucun moment il ne viendrait l'idée du pouvoir que ce serait plutôt à lui de se contrôler. Car se contrôler n'est-il pas le meilleur moyen d'éviter d'être soumis à la juste vindicte du public ? Cher Benjamin Griveaux, n'aurait-il pas été préférable que tu te contrôles et que tu ne balances pas par message des vidéos de tes prouesses acrobatico-sexuelles ? Cher Anne Hidalgo, n'aurait-il pas été préférable que tu te contrôles et que tu ne maquilles pas grossièrement les comptes de la ville de Paris ?
Ce qui aurait évité aux réseaux sociaux d'en faire état. Cher Emmanuel Macron, ne serait-il pas préférable que tu te contrôles et que tu ne dises pas au jour le jour tout et le contraire de tout, ce qui est très justement et très heureusement relayé par les réseaux sociaux? Avouons que si la classe politico-médiatique se contrôlait elle-même avec dignité, cela assainirait en profondeur le débat public sous toutes ses formes. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. « 401 députés européens viennent d'approuver un accord de libre-échange avec la dictature communiste vietnamienne. Le commerce, ça n'a pas d'odeur, n'est-ce pas? On ne va pas se mettre à chipoter, à pérorer, à ergoter, alors que notre économie est déjà fortement tributaire de nos bonnes relations avec l'honorable Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois. Donald Trump ou Vladimir Poutine ne sont pas des gens fréquentables, c'est entendu. Ils piétinent les droits de l'homme, ils dérèglent le climat, ils sont infréquentables. Mais le régime vietnamien, allons donc, de braves gens qu'on vous dit, qui ne feraient pas de mal à une mouche tsetse. Au fait, de quoi qui cause ce fameux accord accepté à une majorité écrasante par les députés européens? L'accord prévoit qu'à son entrée en vigueur, les droits de douane entre le Vietnam et l'Union européenne passeront de 65% à 0%. Inutile de dire que tout cela va grandement faire les affaires de certaines entreprises françaises qui vont se trouver déstabilisées par ce cadeau fait au Vietnam. Nous saluerons quand même le courage des 192 députés qui ont voté contre l'accord et des 40 qui ont préféré s'abstenir. Avant que soit signé cet accord, pas moins de 70 ONG avaient en amont tiré la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des députés européens sur le fait qu'il n'était peut-être pas formidable de se jeter ainsi dans les bras d'un pays qui bafoue ouvertement les droits de l'homme, le droit du travail, l'écologie, j'en passe et des meilleurs. Mais cela n'a visiblement pas étouffé nos bons députés. Pourtant, il se passe actuellement de drôles de choses au Vietnam. Une nouvelle loi relative à la cybersécurité permet aux autorités vietnamiennes de retrouver et de poursuivre les personnes utilisant des réseaux sociaux pour s'exprimer sur des sujets politiques. Ça me rappelle vaguement quelque chose, mais quoi ? D'autre part, le gouvernement contrôle la télévision, la radio et la plupart des journaux. De ce fait, les blogueurs et les journalistes indépendants sur Internet dispensent souvent une information plus indépendante, ce qui les place dans une position dangereuse car leur liberté d'expression a été sérieusement restreinte par ladite loi. Là aussi, ça me rappelle vaguement quelque chose, mais quoi ? Ah mais oui, mais si, bien sûr, mais si, cela me rappelle un dicton populaire plein de bon sens. Qui se ressemble, s'assemble. Union européenne, Vietnam, même combat. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Quand nous étions petits, beaucoup d'entre nous admiraient les trois mousquetaires et rêvaient d'être Athos, Porthos ou Aramis, qui croisaient le fer pour la plus grande gloire du roi Louis XIII. Ah, ces duels enchanteurs qui ont bercé toute notre enfance. Les temps ont bien changé dans la France de Manu. On ne croise plus le fer avec de superbes épées dorées, mais on se castagne désormais à coups de lames de couteau de cuisine dans des proportions chaque jour plus dramatiques. L'ensauvagement de notre France bien-aimée n'est plus un secret pour personne,
à part peut-être pour M. Castaner, qui ne semble pas vraiment prendre la mesure de la gravité de la situation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Figaro, qu'on ne peut guère suspecter de dérive fasciste par les temps qui courent. Eh bien, l'honorable quotidien, centre-droit ou centre-gauche, c'est selon, mentionne le fait que plus de 120 agressions à l'arme blanche ont lieu chaque jour en France. Oui, nous avons bien lu, 120 agressions quotidiennes à l'arme blanche. Comme vous êtes fort en multiplication, vous calculez à la vitesse de l'éclair, oui, vous aviez trouvé, cela représente la bagatelle de 43 800 coups de lame chaque année. Le motif d'un tel carnage, ils sont parfaitement respectables. Parce que vous refusez de laisser votre place dans une file d'attente de station-service? Parce que vous refusez de donner une cigarette? Parce que vous n'acceptez pas de vous faire voler votre portable? Parce que vous vous promenez tranquillement en famille en centre-ville? Parce que, et vous voilà proprement égorgé. Égorgé. Le mot est violent. Un peu de sérieux, un peu de tenue. Ah bon, mais alors, par quel mot exprimer le fait que l'on tranche la gorge avec une lame? En tout cas, une chose est sûre, pour sur ma bonne dame que je vous cause, le fait que cette pratique soit culturellement connotée n'entrera jamais en ligne de compte dans les statistiques du ministère de l'Intérieur. C'est bien certain pour sur ma bonne dame que je vous cause. Il faut se rendre à l'évidence. Le cutter, la hache et la machette ont remplacé le fleuret, moucheté ou pas. Cela aussi, c'est un avatar du grand remplacement. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Le Centre européen pour le droit et la justice de notre estimé confrère Grégoire Pupinck vient de publier un rapport bien fourni et très sérieusement étayé sur les rapports sulfureux que George Soros entretient avec la Cour européenne des droits de l'homme, la fameuse CEDH. Peut-on dire que l'on est étonné, surpris, choqué? Non, pas vraiment, il faut bien le dire malheureusement. Philippe de Villiers, comme beaucoup d'intellectuels avant lui, avait déjà tiré la sonnette d'alarme dans son ouvrage consacré au père fondateur de l'Union européenne. Que dénonce ce fameux rapport? Il met en exergue la toute-puissance de George Soros, le lobbyiste professionnel et milliardaire américain qui arrose de ses dollars tout ce qui se fait de mieux en termes d'ONG politiquement correctes, pro-immigration, pro-décadence morale, pro-choix, pro-idéologie mortifère, pro-tout ce que vous voulez. Le milliardaire progressiste, en effet, est à la tête de l'Open Society Foundation, qui supervise un très grand réseau d'ONG lui permettant de faire le beau temps, mais surtout la pluie ou la tempête, dans le monde entier et notamment dans les institutions européennes. Soros a tout particulièrement eu à cœur de noyauter la fameuse Cour européenne des droits de l'homme, dont nous avons déjà eu l'occasion ici de dire tant de mal. Les jugements qu'elle rend permettent en effet d'orienter soigneusement la politique des États membres de l'Union européenne dans le sens voulu. On l'a vu sur toutes les affaires récentes de GPA par exemple. Or, et c'est là que le bât blesse, le fameux rapport établit que 18 des 22 juges de la Cour européenne ont tout bonnement siégé dans des affaires introduites ou soutenues par des ONG dont ils étaient auparavant collaborateurs. Or, et c'est là que le bât reblesse, les ONG en question sont financées par l'ami Soros. Il faut le dire en toute simplicité, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Comment donc s'étonner que les jugements rendus par la fameuse Cour développent une orientation progressiste systématique? L'objectif de Soros, via la CEDH, est tout à fait clair. Instaurer une société dite ouverte, c'est-à-dire profondément fermée à tout ce qui s'oppose à ce qu'elle impose, une société tolérante
pour sa seule idéologie, une société déracinée et ouverte à tous les vents, pour mieux détruire nos sociétés occidentales fondées sur notre héritage chrétien. Dans ces conditions, il est aisé de comprendre la haine recuite des démocrates américains contre le président Trump, qui est l'anti-Soros par excellence. En Europe, le président de la Hongrie, Viktor Orban, détruit méthodiquement l'influence de Soros dans son pays. En revanche, la CEDH, organisme de poids dans l'Union européenne, reste dans la main du sulfureux Soros. À ce jour, seuls les Anglais ont vraiment tout compris. L'important est de rester maître chez soi et pour cela, il n'y a qu'une seule solution. Goodbye l'Union européenne. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Entre deux éternuements, cachés derrière un masque chirurgical en espérant qu'on ne les verrait pas, nos députés ont donc usé en douce du 49.3 pour faire passer le projet grandiose de réforme des retraites au beau milieu d'un samedi après-midi, à l'heure des siestes, des matchs de foot et des goûters d'anniversaire. Il n'y avait pourtant pas d'urgence absolue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande arrivé en trombe sur son scooter ailé au micro de RTL et pour une fois, je suis d'accord avec lui. Il devient crédible le bonhomme. Julie, bravo, tu l'as transformé. En pleine épidémie qui affole la France entière, cette précipitation a fait désordre. Un relent d'amateurisme, un zeste de mauvaise conscience, une bonne dose de cynisme. Non, vraiment était-ce la priorité des priorités. Surtout après avoir passé 2 ans à accoucher d'un projet mal ficelé, au chiffrage approximatif, au scénario mal bordé, dénoncé par le Conseil d'État. On aurait pu s'offrir un petit délai supplémentaire de réflexion, n'est-ce pas ? L'argument de l'urgence est d'autant plus pitoyable que si nous nous livrons à un petit calcul bien informé, nous réalisons alors que l'intégralité de la réforme rentrera en action en 2037. Je veux bien que Macrounet, tel Jupiter et Louis XIV réunis, ait le souci de voir loin, mais quand même, en termes d'urgence, ça se pose là, comme on dit. Phénomène aggravant. La totalité des réserves pour financer les retraites futures s'élève à 150 milliards d'euros environ, chiffre qui est à rapprocher des quelques milliards de déficit annoncés par le gouvernement pour les années à venir. En gros, comme en maigre, pour faire court et rapide, pour synthétiser le sujet, nous pouvons dire simplement « le gouvernement a dérapé juste grave, point barre que je cause ». L'opposition, ou ce qu'il en reste, a bien essayé de répliquer en dégainant une charge de 22 000 amendements. Mais cela n'a fait que conforter le gouvernement du bien fondé de sa décision d'utiliser le 49.3 et de se passer de la seconde lecture. Le 49.3, mieux que la grosse Bertha. Tous les amendements pulvérisés en un seul coup de canon. Maintenant que l'arme nucléaire a été utilisée, il ne nous reste plus que nos beaux yeux pour pleurer sur les débris d'un Parlement qui ne servait déjà pas à grand-chose, mais là, qui prouve qu'il ne sert franchement plus à rien. Un coup à vous faire devenir un fou furieux partisan de Mélenchon avec ses rêves de 6e République. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.